Madrid, 30 mai 2024. L'été est déjà là, les touristes déambulent dans les rues de la capitale espagnole. Mais à l'Eurostar Suites de Mirasierra, 131 clients pas comme les autres n'ont pas privatisé l'hôtel pour profiter de la piscine. Ces hommes et ces femmes ont reçu une invitation exclusive pour participer à une conférence tenue dans le plus grand secret. Ces gens ne sont pas n'importe qui. Dirigeants politiques, influents et prometteurs, militaires haut gradés, membres du renseignement, patrons des plus grandes boîtes d'Occident, des barons des médias, ainsi que des experts et des académiciens éminents. Ce sont entre 120 et 140 membres de l'hyperclasse occidentale qui se voient offrir chaque année depuis 70 ans le précieux sésame les invitant à participer à une conférence annuelle de 3 jours. Cette conférence se tient à huis clos, coupée du reste de l'humanité et placée sous très haute protection militaire. Les participants sont tenus de s'y rendre seuls, sans leur assistant ni leur conjoint. Aucun compte-rendu des débats ni de déclarations ne sont publiés. Nul n'est autorisé à savoir ce qui s'y est dit, ni ce qu'il s'y manigance. Là-bas, ces gens que nous n'avons jamais élus y discutent des problèmes et des enjeux majeurs du monde. Cela sonne comme une vieille théorie du complot Illuminati, tout droit sortie des tréfonds d'internet, pas vrai? Mais pourtant, tout ce que je viens de vous dire est réel, bien réel. Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genneval, dans le Brabant wallon. Ce groupe, longtemps tenu dans le secret, existe bel et bien, et a un nom. Bilderberg. Le groupe Bilderberg. Bilderberg. Le groupe Bilderberg. Et des gens que vous connaissez bien y ont été bien avant de rentrer en fonction. Je pense à Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Gabriel Attal, mais également Georges Pompidou, Margaret Thatcher, Bill Clinton et Tony Blair pour ne citer que. Cette élite d'hommes d'influence qui contrôle et dirige tout. Bilderberg suscite bien des fantasmes et des théories du complot sur internet. Et pour cause. Bilderberg, je pense qu'il n'y a pas 10% des gens qui savent ce que c'est. Si vous n'avez jamais entendu parler des Bilderbergers, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que vous les connaissiez. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Vous connaissez ça, vous? Non. Non. Bah voilà. La couverture médiatique d'un événement de cette ampleur est pratiquement nulle quand son existence n'est pas honteusement niée à la télé. C'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qu'on nous teste. C'est vrai après tout. Pourquoi une réunion de 130 personnalités aussi importante n'est pas un événement qui fait les titres? En tant qu'humble citoyen, nous devons nous contenter de quelques brefs articles disséminés ici et là, qui sont de toute manière noyés parmi les dépêches AFP, Reuters et par l'actualité fast-food. Avant Internet, il fallait être présent devant sa télé. Ce jour-là, en 1977, devant le journal de 20h d'Yves Morosi sur TF1. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. Et il fallait ensuite avoir bonne mémoire, car TF1 n'en a plus jamais reparlé pendant 40 ans, avant un article de 2017 sur son site. À l'ère d'Internet où tout se filme et se partage sur les réseaux, il ne devient plus possible pour une société secrète à l'envergure de Bilderberg ou des fameuses Illuminati d'exister sans attirer la moindre attention. Après de longues années de silence, le groupe a daigné de se doter d'un site internet officiel sur lequel il publie chaque année la liste des invités et la liste des sujets abordés. Nous avons fait une règle depuis le commencement. Le groupe Bilderberg se plie à la règle de Chatham House. Les participants n'ont pas le droit de divulguer quoi que ce soit concernant les propos tenus lors des conférences pour que les participants puissent s'exprimer et discuter sans aucune retenue ni aucune langue de bois. Officiellement, la raison d'être du Bilderberg est de fournir une plateforme de dialogue pour les élites américaines et européennes afin de se comprendre et de discuter des questions globales qui les impactent. Le manque d'informations fait que beaucoup d'entre vous ignorent l'existence même de ce groupe. Son caractère privé et le manque compréhensible de confiance envers les élites. Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Des journalistes de merde. Vous ne dites que des mensonges. Conduisent inévitablement à des spéculations et à des théories parmi les quelques initiés. Pour le complotiste américain, Bilderberg est un complot communiste des Européens pour tuer le capitalisme américain. Pour leurs homologues européens, c'est un complot américain visant à imposer un gouvernement mondial qui contrôlerait tout, comme dans 1984. Pour la gauche authentique, qui a été totalement effacée de la scène politique en France, Bilderberg était un moyen pour le patronat américain de torpiller les gauches européennes et d'imposer un monde ultralibéral, sans frontières, au détriment des travailleurs. Les questionnements entourant Bilderberg sont tantôt qualifiés de théories d'extrême gauche, Ça fait partie des fantasmes de l'extrême gauche. tantôt de théories d'extrême droite. En tout cas, tout le monde s'accorde à dire que ce groupe contrôle en partie le monde par son influence et sa puissance. Mais est-ce vraiment le cas? Absolut helemaal niet.
Au-delà du mot épouvantail complotiste, censé éloigner ceux qui s'intéressent d'un peu trop près à ce qui ne les regarde pas, l'existence d'un tel groupe soulève des questions légitimes. Quelle influence exerce un tel groupe sur la vie, la souveraineté et les droits des peuples? Il y a un réel enjeu de transparence. Plongeons-nous ensemble dans l'histoire fascinante d'un groupe méconnu et mal compris, accusé des pires projets pour l'humanité. Je vais rétablir la vérité en remontant le temps afin de comprendre la véritable nature de ce groupe mystérieux. Le groupe Bilderberg nous offre une grande leçon sur la véritable nature du pouvoir et de nos élites, qui peut nous inspirer pour nos vies personnelles, nous allons le voir. Et petit bonus pour vous teaser encore plus, vous allez voir Emmanuel Macron d'une autre manière. Si vous êtes hermétique à tout ce dont Hugo décrypte, Anne-Claire Coudray ou votre manuel d'histoire géo ne vous disent pas, restez quand même. L'intégralité de mes dires sont sourcés et reposent sur des papiers universitaires, des livres et des articles de presse. Nous ne sommes pas sur complot.com. Les abonnés de cette chaîne savent toute la rigueur que je mets dans chacune de mes vidéos. Quoi qu'il en soit, je te souhaite la bienvenue sur ce documentaire. Vous pensez tout savoir? Erreur. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, se transpose très bien sur l'histoire des réseaux de pouvoir, des élites et donc de Bilderberg. L'existence de ce groupe est l'aboutissement d'un travail acharné, mené durant plusieurs années, impliquant de multiples réseaux, personnalités et intérêts. Dans le storytelling officiel, tout le mérite de la fondation du groupe revient au Polonais Józef Ratzinger. Ratzinger est un personnage énigmatique, ami des puissants, mais toujours tapi dans l'ombre. L'histoire a même failli oublier son nom. C'est un homme mystérieux qui a excellé dans l'art d'accomplir ce qu'il voulait en prenant appui sur des personnalités influentes, soigneusement sélectionnées. Une sorte de Talleyrand du milieu du XXe siècle, en somme. Le Polonais est un pilier de la construction européenne et ce dès la première heure. Il est à l'origine de multiples mouvements et organisations tels que le mouvement européen pour ne citer que lui. Ce dernier fut fondé en 1948 et financé par la CIA, la Ford Foundation et la Rockefeller Foundation par le biais de l'American Committee on United Europe, servant alors à la CIA de canal de financement pour les mouvements européistes. Le mouvement européen dont ses 5 présidents d'honneur étaient Winston Churchill, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer, Léon Blum et Alcide de Gasperini a joué un rôle crucial dans la promotion en masse du plan Marshall, de la communauté économique du charbon et de l'acier et de la construction européenne en général. Je rentre dans le détail, et encore sans vous citer toutes les organisations qui ont existé à ce moment-là, pour vous montrer qu'après la Seconde Guerre mondiale, les empires européens tels que la France et l'Allemagne n'étaient plus, que l'heure était déjà à l'unité européenne chez les décideurs politiques, aussi bien européens qu'américains. Une entité européenne alignée sur Washington était l'assurance d'avoir la paix. En 1952, Józef Ratzinger change son fusil d'épaule. Alerté par le danger communiste, il fait de l'Alliance Atlantique son cheval de bataille. Pour créer Bilderberg, il a appliqué le mode opératoire qui lui a toujours souri. Il s'est appuyé sur ses contacts haut placés pour faire avancer son idée, celle de réunir la crème de la crème dans une conférence tenue à l'ombre de la sphère publique pour échanger sans contrainte. Selon l'universitaire Valérie Aubourg, Ratzinger s'est appuyé sur 4 milieux. Premièrement, le milieu des gouvernements en exil, présents à Londres lors de la Seconde Guerre mondiale. Ratzinger, ayant vécu dans la capitale de l'Empire britannique, est devenu naturellement le conseiller du Premier ministre du gouvernement polonais en exil, Sikorski. Ratzinger s'était activé, avait organisé des rencontres et avait échangé avec beaucoup de monde pendant la guerre. Il y a entre autres rencontré Paul Rikens, le patron néerlandais d'Unilever, le géant qui fabrique quasiment tout ce que tu achètes quand tu fais tes courses. Deuxièmement, le milieu de l'European League for Economic Cooperation, une organisation que le Polonais a cofondée avec le Belge Paul van Zeeland afin de reconstruire et d'unifier économiquement l'Europe. Cette organisation fonctionne, comme Bilderberg, sous forme de réunions discrètes, en petits comités de membres issus de l'élite bancaire et industrielle européenne favorable au marché libre. Troisièmement, le milieu du mouvement européen, que Ratzinger a cofondé, je le rappelle. Par ce biais, il a par exemple rencontré Guy Mollet, le secrétaire du Parti Socialiste à l'époque, et futur participant Bilderberg. La construction européenne et la relation entre les élites transcendent les étiquettes politiques. L'appartenance de classe prime sur les désaccords idéologiques. Et il n'y a de toute façon que les pauvres pour s'entretuer pour des idées. Et quatrièmement, Ratzinger s'est appuyé sur ses bons contacts parmi le milieu du renseignement, qui ont joué un rôle crucial. Ratzinger était un ami proche de Colin Gubbins, patron des renseignements britanniques en 1944, lorsque Józef Ratzinger s'est fait parachuter à 57 ans, sans le moins d'entraînement, pour apporter des informations à la résistance polonaise. Ce type mérite sérieusement un biopic. En mai de l'année 1952, Ratzinger fait part de son idée de conférence transatlantique à Paul Rikens, le boss d'Unilever, sachant pertinemment que ce dernier fréquente le Dassen Club du prince Bernard des Pays-Bas. Ce dernier est vite mis au parfum
et adhère à l'idée. Il va, comme l'espérait Ratzinger, jouer de ses contacts pour aider à créer Bilderberg. Bernard va aider Ratzinger en rassemblant des figures de la politique européenne pour échanger et produire un rapport sur l'anti-américanisme en Europe afin de le transmettre aux Américains. À ce moment-là, les violons étaient plutôt désaccordés entre les Américains et les Européens. Les premiers reprochaient à ce second leur ingratitude vis-à-vis du plan Marshall et de la mollesse face aux communistes. Les Européens étaient eux agacés que les États-Unis leur apprennent comment respirer. Le pouvoir américain présentait ses actions en Europe comme un travail humanitaire pour aider ces pauvres petits Européens. Les Européens étaient excédés du show du sénateur McCarthy qui avait envoyé 2 de ses collaborateurs faire le tour d'Europe et accuser tous les politiciens de gauche de subversion communiste. Via son ami des renseignements britanniques Colin Gubbins, Ratzinger déjeune avec Hugh Gaitskell, futur leader du Parti travailliste. Cette rencontre a été fructueuse. Le Britannique produira un rapport sur les relations américano-européennes pour Ratzinger. D'autres leaders européens vont faire de même. Ratzinger va synthétiser leurs opinions et observations dans un document à destination des Américains dans le but qu'ils fassent de même. Le 25 septembre 1952, une rencontre est organisée chez le baron Jacques de Nervaux à Paris. S'y sont réunis les futurs premiers membres européens du groupe Bilderberg pour y discuter de ce qui pourrait être fait afin d'améliorer les relations américano-européennes. Sur suggestion de Van Zieland, ils ont décidé de créer un groupe équivalent aux États-Unis. Bernard met alors à profit ses contacts américains qu'il avait acquis durant la Seconde Guerre mondiale. En décembre 1952, le prince écrit à son ami le général Walter Bedell Smith, patron de la CIA. Bernard, Ratzinger et Van Zieland le rencontrent avec Allen Dulles, futur successeur de Bedell Smith à la CIA, et Avril Harriman, directeur de l'agence de sécurité mutuelle mise sur pied en 1951 afin de faire la promotion de la politique américaine et pour l'envoi de ressources économiques et militaires afin de maintenir la sécurité en Europe. Cette agence était source de friction avec les Européens. Ces précisions sont importantes pour comprendre et être capable de visualiser les articulations du pouvoir. Plus nous avançons, plus tout s'éclaircit. Bernard a également rencontré le général Eisenhower, un ami de la Seconde Guerre mondiale, alors candidat à la Maison Blanche. Le candidat était lui-même emballé par l'idée et voulait même en faire un argument de campagne avant que le prince ne s'exclame « Bon Dieu, non !» ne manquant pas de lui rappeler le caractère discret et privé du projet. Malgré l'enthousiasme du futur président et l'implication apparente de la CIA en les personnes de Bedell Smith et d'Allen Dulles, les Américains vont traîner des pieds. Ils ne sont pas vraiment chauds. Le fait que Bilderberg soit un projet piloté par la CIA est contredit par la réalité. Ce sont les Européens qui sont à l'initiative depuis le début. Le milieu du renseignement s'est surtout rendu important dans les contacts qu'il a pu permettre. Après son élection, Eisenhower est occupé à organiser la transition et à constituer sa nouvelle administration, qui fut, soit dit en passant, républicain Rockefeller pur jus. Charles Douglas Jackson, expert en guerre psychologique et conseiller d'Eisenhower, est donc chargé de créer le groupe américain que les Européens attendent. Cette tâche le gonfle rapidement, il la qualifie de trap, un piège dont il doit se dépatouiller. D'autant plus que Jackson se méfie de Joseph Ratzinger, qu'il perçoit comme un espion à la solde des Britanniques. Le personnage de l'ombre qu'est Ratzinger attire bien évidemment les soupçons. Il a été successivement accusé de bosser pour les Britanniques, les Soviétiques, les Américains, la franc-maçonnerie, le Vatican, bref. En 1953, Jackson refourgue la patate chaude à un certain Joseph Coleman, un industriel de Détroit, placé à la tête du comité pour une politique commerciale. Ce comité réunit des industriels, des banquiers et des avocats pour élaborer et faire campagne pour une politique de libéralisation du commerce. Le comité lance des invitations pour constituer le fameux groupe américain. La plupart des membres de l'administration déclinent, ce qui fait que Big Business sera bien plus représenté dans la délégation américaine. On retrouve parmi le lot des invités l'un des hommes les plus influents de la seconde moitié du XXe siècle. J'ai nommé David Rockefeller. Puissant descendant du magnat du pétrole John D. Rockefeller, futur CEO de la Chase, de la puissante banque de la famille, et directeur du Council on Foreign Relations, le puissant think tank qui rassemble une bonne partie de l'élite américaine. Sur 15 membres américains qui seront présents au premier meeting de Bilderberg, 14 seront des membres du CFR. Le 15e, John L. Coleman, le sera très peu de temps après la première édition de Bilderberg. Ce fameux CFR aura bien évidemment le droit à son documentaire sur la chaîne. Des rapports de novembre 1953 et du printemps 1954 entérinent enfin l'organisation de la première conférence transatlantique fin mai à Oosterbeek, aux Pays-Bas, dans l'hôtel Bilderberg qui donnera son nom au groupe.
C'est Paul Rikens d'Unilever qui s'est chargé de réunir les fonds nécessaires pour la tenue de la conférence parmi son réseau. C'est d'ailleurs fréquent d'avoir des corporations telles qu'Unilever et Nestlé financer des organisations non gouvernementales, telles que Davos. Le financement du groupe est encore très opaque, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'hormis quelques subventions connues, nous n'en savons rien. A priori, la coutume veut que ce soit des membres du pays hôte qui trouvent des fonds pour organiser l'événement. La première conférence de Bilderberg débute le 29 mai 1954. Elle est présidée par le prince Bernhard des Pays-Bas, et Joseph Ratzinger en est le secrétaire général. Tout se déroule bien. Européens et Américains échangent leurs points de vue sur les problèmes qui les concernent. Est évidemment évoqué le sujet du macartisme et la lutte contre le communisme. Mais ça n'a pas été au cœur de toutes les discussions. Européens de l'Ouest comme Américains sont déjà alignés idéologiquement sur le fait de ne pas laisser le communisme proliférer chez eux. Charles Douglas Jackson a rassuré les Européens sur le cas McCarthy. Pour lui, ce genre de personnage monomaniaque allait rapidement disparaître de la scène politique, et ce fut effectivement le cas. Pour les conspis, c'est la preuve ultime de la puissance du groupe Bilderberg qui peut dégager sur commande les gens qui le gênent, alors qu'en réalité, c'est plutôt dû à l'émergence d'un camp libéral globaliste, symbolisé par l'élection d'Eisenhower et constitué par les réseaux Rockefeller, qui a plombé l'importance de l'establishment conservateur chrétien isolationniste, antilibéral et mangeur de rouge que représentait McCarthy. Parce qu'au-delà d'être une simple initiative pour accorder les violons du dialogue transatlantique, Bilderberg est surtout une opportunité pour les élites conviées et David Rockefeller en tête de défendre leur beefsteak. Bien avant de vouloir soumettre les peuples de la Terre à un gouvernement mondial totalitaire par le biais de puces dans le cerveau et de la 5G, les élites cherchent avant tout à maintenir leur position et leur business à flot. Je l'ai mentionné plus tôt, mais Big Business, c'est-à-dire les banquiers, les industriels et autres patrons, étaient bien représentés. Eux aussi avaient leurs craintes vis-à-vis de l'influence communiste en Europe qui pouvait nuire gravement à leur business. Car rien n'effraie plus un patron qu'une insurrection communiste dans un pays où ils font leur beurre. C'est pour cette raison que les banques ont pu à un moment financer un Hitler et un Mussolini afin de sauvegarder leurs intérêts malgré tout le reste. Si l'idée d'une conférence annuelle a fait traîner des pieds les Américains, ils ont rapidement saisi l'intérêt de Bilderberg. Après de multiples requêtes de la part des Européens, le groupe américain se structure enfin, avec pour chairman Dean Rusk, le président de la Rockefeller Foundation, et avec pour secrétaire Joseph Johnson de la Carnegie Endowment for International Peace, une organisation fondée par Andrew Carnegie. La section américaine a reçu des subventions des fondations Rockefeller et Ford. À la fin des années 50, le groupe Bilderberg est organisé et doté d'un comité de pilotage, le Steering Committee, se réunissant plusieurs fois par an pour organiser les réunions et choisir les invités. Joseph Ratzinger s'est retiré en 1959 et est mort peu après en 1960, passant le flambeau. Lassé par les problèmes des uns et des autres, de part et d'autre de l'Atlantique, le groupe se réorganise vers 1961 et se concentre sur les sujets d'envergure transatlantique qui concernent les élites des deux continents. Ce changement est en symbiose avec la mondialisation de l'économie, des intérêts et des élites, nous allons le voir. Bilderberg marque aussi la naissance d'une élite globale pour qui les frontières ne comptent plus et pour qui la défense du libre marché est un dénominateur commun. Avec les décennies, elle n'a cessé de prendre en importance au détriment des élites nationales traditionnelles telles que notre bonne vieille bourgeoisie française qui tiendra encore de temps avant le déclassement. Dans ses mémoires et en interview, David Rockefeller a tendance à minimiser son importance dans ses réalisations, mais par sa puissance et l'influence de son réseau, il est une figure totémique du groupe. Il est celui qui a porté Bilderberg en participant à pratiquement toutes les conférences du groupe, n'en manquant que très peu au cours de sa vie. Thierry de Montbrial, président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et membre du Steering Committee du groupe Bilderberg depuis 1974, confirme dans un article des Échos: penser que la CIA a influencé le Bilderberg est invraisemblable, car ce sont de grands hommes d'affaires comme David Rockefeller ou Giovanni Agnelli qui l'ont lancé, et je vous assure qu'ils n'avaient pas besoin de la CIA pour le faire. Avec David Rockefeller, la domination de Big Business sur Bilderberg n'a fait que croître. La part des politiciens a considérablement diminué, passant de près de 50% en 1954 à moins de 30% des invités de nos jours, tandis que la part des Big Business dans Bilderberg est passée de 25% à quasiment 50% en 2000. Cette dernière a diminué avec l'invitation de davantage d'experts et de membres de think tanks ces 20 dernières années, car le groupe aborde de plus en plus les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et bien d'autres dans ses réunions. Ce n'est pas un hasard si on a vu un Peter Thiel, entrepreneur et cofondateur de Palantir, arriver au Steering Committee par exemple. De plus, la fin de la guerre froide a recentré le groupe encore plus sur le business, tout en continuant bien sûr d'intégrer les affaires internationales qui ont des conséquences sur le premier. Les complotistes, mais aussi certains journalistes, peinent à saisir la complexe réalité de l'histoire du groupe. Ils peinent aussi à comprendre sa véritable nature et l'étendue réelle de son influence.
Quand on découvre l'existence du groupe Bilderberg par le biais d'obscures vidéos sur Odyssée à 3h du mat dans le noir, on pète notre crâne. On a tendance à visualiser la chose comme une secte occulte d'Illuminati faisant des rituels pour désigner le prochain président. Mais Bilderberg, avant d'être un endroit où on complote sur notre sort, est avant tout un lieu où la crème de l'élite transatlantique vient s'informer et discuter avant tout pour leurs propres bénéfices. Contrairement à Davos qui est connu pour ses soirées endiablées et ses prostituées, Bilderberg est un groupe de travail sérieux qui ne rassemble que des pointures. Le banquier belge Maurice Lippens décrivait Bilderberg comme quelque chose d'intense. Pendant les 3 jours de la conférence, il fallait travailler très tôt le matin, jusqu'à tard le soir. C'est un groupe de travail sérieux, souvent travesti en société occulte, faiseur de rois, accusé de comploter un nouvel ordre mondial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Quoi que cela veuille dire. Les complotistes nous disent que Bill Clinton a été élu grâce à son invitation à Bilderberg 1991, que Margaret Thatcher est devenue Premier ministre en 1979 simplement parce qu'elle a charmé Henry Kissinger à la réunion Bilderberg de 1975 à Izmir en Turquie. Idem pour Tony Blair qui a fait bonne impression devant le groupe en venant en 1993. Mais tous les responsables politiques qui se rendent à Bilderberg ne connaissent pas nécessairement un avenir glorieux par la suite. Je pense en premier lieu à Jean-François Copé, une ancienne pépite du centre de formation de l'UMP qui a été invité à Bilderberg en 2003 et qui depuis a totalement disparu de la scène politique. Dites-vous bien que Valérie Pécresse... Il est temps d'avoir une gaulliste à l'Elysée. Oui, vous avez bien entendu, Valérie Pécresse a été invitée à Bilderberg en 2013. Elle s'y est rendue en compagnie de François Fillon, ancien Premier ministre de Sarkozy, que tout le monde voyait déjà président en 2017. Un article rarissime de TF1 mentionnant Bilderberg faisait même le portrait d'Henri de Castries, ancien patron d'AXA et président du groupe Bilderberg, qui était pressenti comme le futur ministre de l'économie de François Fillon. Sauf que ce dernier s'est fait liquider sans vergogne, malgré sa connexion au groupe Bilderberg, par la campagne bulldozer d'un certain Emmanuel Macron, qui fut par ailleurs lui aussi visiteur de Bilderberg l'année suivante, en 2014, alors qu'il n'était qu'un simple secrétaire de l'Elysée de François Hollande. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Macron est simplement un pantin. C'est vrai qu'en surface, il donne l'impression d'être un enfant soldat. Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, de David de Rothschild. Donc il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo. Mais quand on gratte un peu, on voit qu'il a toujours eu la soif dévorante du pouvoir. On se rend compte qu'il tisse sa toile depuis le début, en compagnie de l'énigmatique Brigitte Macron, dont on sait en réalité très peu de choses. Et je ne parle même pas des spéculations sur l'authenticité de son valet. Il y a des trous béants dans la biographie du couple, et je m'interroge sur les réseaux de Brigitte qui ont aidé à propulser initialement le jeune Macron. Macron n'a d'ailleurs pas attendu ni l'Elysée ni Bilderberg pour se faire du réseau. Il était déjà bien connecté par sa position à la banque Rothschild, et Bilderberg ne représentait pour lui qu'une opportunité de plus d'aller draguer du beau monde et d'ajouter quelques contacts à son répertoire. À Bilderberg, Macron est venu comme à son habitude flatter tout le monde. Il les a bien fait danser du bon pied sur la musique qu'il voulait entendre. Il a conquis son auditoire avec une petite homélie sur l'innovation et la Startup Nation. Ainsi, il a pu faire bonne impression, obtenir des contacts et éventuellement gratter quelques portraits favorables de lui-même dans les plus grands journaux américains. Devant ces 130 personnes, le secrétaire général adjoint de l'Elysée a pris la parole pour dire tout le mal qu'il pensait de la politique menée par François Hollande. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Peut-on lire dans un article du JDD. Dans ce même article, Fleur Pellerin confirme que Macron plantait déjà des couteaux dans le dos de François Hollande pratiquement 3 mois avant d'être nommé ministre de l'économie. Je n'ai rien dit à personne. Il est vrai que sur le coup, j'ai été un peu choqué, même si j'ai pu entendre dire qu'Emmanuel Macron se démarquait déjà de François Hollande. Ex-ministre de la Culture de 2014 à 2016, dont tout le monde a oublié l'existence, elle était aussi invitée à Bilderberg cette même année. Bilderberg fait aussi très bien sur le CV. Ça a permis à Fleur Pellerin de prendre du galon en devenant ministre de la Culture, puis de se recaser dans le privé avec un bon poste. Ça a peut-être joué sur le fait de nommer Édouard Philippe, passé à Bilderberg en 2016, Premier ministre en 2017. Présent à nouveau en 2023 et en 2024, le maire de Havre est devenu un habitué du groupe. Récemment, c'est Gabriel Attal qui s'y est rendu en 2023 avec des ambitions. Mais aller à Bilderberg ne fait pas tout. Encore faut-il savoir tirer parti de son invitation, mais également avoir l'étoffe, le réseau et les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre ses objectifs derrière.
La promotion d'Attal, en tant que Premier ministre après son passage à Bilderberg, peut laisser penser que oui mais non. C'est un piège de Macron pour mieux le flinguer façon Chirac 1988 et Balladur 1995. Pourquoi Macron décide de nommer Gabriel Attal à ce moment-là? C'est pour essayer, comme on dit, de le mettre dans l'enfer de Matignon et pour tuer ensuite sa candidature éventuelle pour 2027. Les théories du complot prêtent également à Bilderberg des projets et des intentions qui ne se sont jamais matérialisés ni concrétisés. Je pense à la fameuse dissolution du Canada au sein des États-Unis, évoquée à la fin des années 90. Nous sommes en 2024 et malheureusement le Canada est toujours là. Je pense également au projet d'une zone de libre-échange allant de l'Alaska jusqu'au Chili suite à l'adoption du NAFTA. Les Américains ont tellement la souveraineté chevillée au corps qu'ils en ont fait des tonnes suite à la signature du traité de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Je pense encore à l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, ou du moins son inclusion dans le marché commun, qui ne s'est jamais fait. Parce que oui, la Turquie est aussi une nation occidentale transatlantique qui a sa place à Bilderberg. Il est ridicule d'attendre du groupe de si grands accomplissements par la simple vue de sa nature. Bilderberg est un groupe de discussion qui réunit une fois par an pendant 3 jours 120 à 140 participants, qui changent à chaque fois. Ce n'est pas en 3 jours avec des gens différents que l'on mijote un grand complot peaufiné dans le moindre détail pour contrôler le monde entier. Même si le monde leur appartient déjà à un certain degré, les invités ne constituent qu'une fraction de l'élite occidentale qui elle-même n'inclut même pas les élites de tous les autres pays tels que la Chine, la Russie, le Japon, la Corée qui ont également leur mot à dire. Je ne dis pas que ces gens sont inoffensifs, qu'ils ne sont que des gentils bienfaiteurs qui ne font que discuter entre eux. Des gens triment tous les jours et certains meurent pour accroître leur richesse. La poursuite des intérêts égoïstes de cette élite globale transatlantique n'a évidemment pas que des conséquences positives sur l'humanité. Chacune de leurs actions, individuelles comme collectives, ont des répercussions. Je pense qu'il est inutile pour moi de vous rappeler notre condition par rapport à ces gens-là. Au-delà des potentiels complots non avérés, on peut légitimement se poser des questions sur les potentiels conflits d'intérêts et la possible corruption du groupe. Mais penser que tout ce qui se passe sur Terre découle de décisions prises à Bilderberg est une erreur. Derrière ton écran, tu n'es sûrement pas assez puissant pour être invité à Bilderberg et jouir d'informations de qualité et de contacts de haute valeur. Mais par contre, grâce à Bonsai Premium, tu as enfin la possibilité d'apprendre n'importe quoi dans n'importe quel domaine à partir de mecs calés et qui savent ce qu'ils disent pour une somme dérisoire. Il y a dans ce Netflix du business des pépites comme l'intégralité des cours de Tugan Barra, à qui je dois tout. Tugan, c'est un génie qui a su faire plusieurs millions rien qu'en maniant la langue de Molière et qui aujourd'hui développe de la technologie. C'est grâce à ce gars si j'arrive à aligner plus de 6600 mots de français pour te pondre cette vidéo passionnante et instructive. Ces formations de copywriting m'ont également changé, aussi bien socialement que professionnellement. Grâce à Tugan, j'ai pu brancher mon cerveau, me lever et marcher. Dans cette offre de fou, tu as aussi toutes les leçons de Jean-Marie Corda, un homme polymathe pour qui j'ai beaucoup de respect, quoi que les gens puissent dire de lui. Ses cours sur la productivité et ce qu'il enseigne gratuitement sur la Creator Economy m'ont été d'une aide précieuse. Pour les malins qui n'ont pas le temps de tergiverser, le lien pour rejoindre Bonsai Premium se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Le pouvoir ne se structure pas de manière pyramidale, mais plutôt comme sur Agario. Nous sommes tous des points dans un espace. Et plus nous sommes gros, plus nous sommes puissants. Nous ne mangeons pas les petits pour grossir. Quoique. Il existe 2 manières de grossir. Augmenter sa valeur individuelle, c'est-à-dire devenir bon dans plusieurs domaines, se cultiver, faire du sport, gagner de l'argent, être attractif socialement, être drôle, avoir de la conversation, et également nouer des connexions avec les autres. Être un génie tout seul dans son coin ne sert absolument à rien et mène à la frustration. Ces 2 paramètres sont interdépendants, car pour s'améliorer, il faut forcément l'aide, le soutien et le conseil de l'autre. Et pour se connecter à l'autre, il faut déjà être intéressant, sociable et avoir quelque chose à apporter. Ne pas travailler sur soi et ne pas aller vers les autres conduit à devenir un incel qui rage d'être une merde ignorée par tous. Faut le savoir. Prenez un Joseph Rettinger. Ce gars a cultivé à fond ses compétences. Il a entre autres obtenu un doctorat en littérature française à la Sorbonne à seulement 20 ans, malgré le fait que le français ne soit même pas sa langue maternelle. Et il a passé sa vie à cultiver ses relations auprès des gens influents de son époque. Un Emmanuel Macron qui n'était qu'un simple bourgeois d'Amiens a cultivé ses compétences humaines de séduction pour s'ouvrir toutes les portes et se mettre dans sa poche un maximum de contacts qui lui ont permis d'atteindre le sommet. Rockefeller avait certes beaucoup de pognon,
Mais son influence a pu être grande grâce à l'immense toile qu'il a pu tisser par son business, par le CFR, par les multiples organisations et événements dans lesquels il a été impliqué, dont le groupe Bilderberg et la commission trilatérale ne sont que les plus connus. J'entends déjà les gens misérables venir m'expliquer que ouin si c'était facile tout le monde le ferait, et que ces gens sont juste nés au bon endroit et ont été là au bon moment. Eh bien vous avez en partie raison. Mais rien ne vous empêche, peu importe votre taille sur Agario, de croître et de tisser vous-même des contacts, aussi humbles et modestes soient-ils. Chaque participant de Bilderberg a une valeur individuelle forte. Au-delà de leur fortune et de leur position, ils sont là pour ce qu'ils ont à dire et partager. Les lieux comme le groupe Bilderberg et le Forum de Davos sont des endroits comme il en existe des centaines d'autres, peut-être moins importants et moins connus, dans lesquels les élites, aka les gens les mieux connectés et ayant accumulé le plus de richesses, peuvent se retrouver. Joël van der Reijden, un chercheur néerlandais obsédé par les questions qui touchent à la gouvernance globale, a répertorié plus de 2000 organisations de ce type. Certains types, comme Étienne d'Avignon de la Société Générale de Belgique, cultivent à fond leur réseau et leurs connexions en étant impliqués dans énormément de groupes, de think tanks et d'organisations non gouvernementales. L'élite transatlantique, que j'ai évoquée tout au long de ce documentaire, constitue en partie l'hyperclasse. David Robkopf l'a défini comme un groupe restreint et insulaire, c'est-à-dire un groupe qui est presque déconnecté du reste de l'humanité. Ce petit groupe homogène compte environ 6000 individus issus du monde politique, de big business, de la finance et des médias, qui comptent parmi les gens les plus puissants du monde. Il est pratiquement impossible pour un mec qui n'est pas né dans la bonne famille d'en faire partie, à moins d'un miracle, d'avoir coup sur coup toujours été là au bon endroit et à avoir serré les bonnes mains. L'hyperclasse se caractérise par sa capacité à prendre des décisions importantes qui peuvent affecter la vie de millions de personnes. Spéculer sur le blé, pousser à la guerre, financer les activistes du climat pour faire monter les prix du pétrole, et j'en passe. L'hyperclasse opère au sein de réseaux qui transcendent les frontières nationales, influencent les politiques et les stratégies économiques mondiales grâce à leur interconnexion et à leurs intérêts communs. Ces intérêts communs peuvent être des plans sous ou des moyens de dépeupler la planète, clin d'œil. Ouais non, je vais pas le dire ça. Ces réseaux ne fonctionnent pas comme des conspirations unilatérales, écrites jusqu'au dans les moindres détails, comme l'imagine le plus souvent le complotiste de base. Un David Rockefeller, aussi puissant et influent fut-il, n'est pas parvenu à convaincre les autres membres du groupe Bilderberg à inclure les Japonais, et c'est pour cela qu'il a créé la commission trilatérale en 1973. Les élites tiennent beaucoup au dialogue. Les désaccords et la discussion sont essentiels, autant que le compromis et le consensus. Les Français ont toujours du mal à voir au-delà du maire de leur ville et du président. Dans leur tête, c'est Macron qui décide tout. Pourtant, et je me tue à le dire dans mes vidéos, les politiciens français ont désormais une influence restreinte. Leur poste n'est plus qu'une rente qui permet aux copains de bien manger. Madame Michu, Timéo le petit droit tardé et Manon la gauchiste ne peuvent pas comprendre que faire de la politique est une chose différente d'être au pouvoir. Pouvoir qui est d'ailleurs aux mains de big business, de la haute finance et d'institutions étrangères ou transnationales comme l'Union européenne. La classe politique qui subsiste chez nous est celle liée à l'Union européenne. Entité qui tient son pouvoir par l'émission de la monnaie et sa mainmise sur le marché commun unique indispensable à Big Business. Je vous suggère fortement d'adopter une lecture atomique des choses. Chaque événement est une réaction de molécules, elles-mêmes formées d'atomes, qu'il faut identifier un à un pour comprendre l'ensemble de la situation. S'exciter comme le dernier des attardés parce que Macron a été à Bilderberg éclipse toutes les autres connexions et réactions en chaîne provoquées par l'atome Macron, avec tellement d'autres éléments qui ont été indispensables à son ascension. Sinon, à titre personnel, lève-toi et marche. Peu importe le poids de ta croix. Tu le sais déjà, mais fais-le vraiment. Augmente ta valeur individuelle. Et n'oublie pas d'aller te connecter avec des gens de valeur supérieure sinon égale à toi pour apprendre, échanger et partager. Deviens gros. Bref, je ne suis pas ton père et tu sais très bien ce que tu as à faire. Bonsaï Premium, premier lien dans la description. Je ne sais pas combien de temps l'offre va durer, ce n'est pas une tactique marketing à la con pour forcer l'urgence, mais connaissant Corda, cette offre peut disparaître à tout moment ou augmenter. Sinon, n'oublie pas de rejoindre mon groupe Telegram. Objectif, Mivilude 2025.